Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Da Fresh Morning, c'est avec Gina. Donc après vous me direz oui Gina, c'est peut-être un peu caricaturé, c'est peut-être Mosley. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu connais Monsieur Omer Ntougou? Oui, je connais très bien Monsieur Omer Ntougou, même si ça fait très très longtemps qu'on l'a vu. Non, Monsieur Omer Mais je Ntougou, commence l'introduction, non? Ntougou, pas Tougou. J'ai dit Tougou? Ntougou, pas Tougou. Ntougou. Bon, ok, Monsieur Omer N. Tougou. Non. Là, tu fais maintenant comme les autres, là. Voilà. Là, tu es déjà chez Parce que les autres, là, justement, ils ont le même problème que moi. Ils sont obligés de dire on n'a pas N. le même Tougou. Moi, c'est les bandits un peu Tougou. Tougou. Voilà. Voilà. Ntougou. Donc quand tu appelles Gabriel, tu appelles Gabriel comment? Gabriel Ntougou. D'accord. Alors. Oui. Donc, je disais que ça faisait un peu longtemps qu'on avait vu Monsieur Omer Ntougou dans le studio d'Urban FM, parce qu'avant, il venait beaucoup nous parler des activités de l'Agence nationale des parcs nationaux, mais ça, c'était avant qu'il ne déménage de l'ANPN pour le RAPAC. Donc, désormais, au RAPAC, c'est un petit peu compliqué, sinon impossible de l'avoir, et donc on est très, très content de l'avoir aujourd'hui avec nous. Monsieur Omer Ntougou, bonjour. Bonjour. Comment on fait pour être secrétaire exécutif du RAPAC? Eh bien, il faut qu'un conseil d'administration vous place à ce poste. Ah, ça s'est passé en J'aimerais- Guinée équatoriale. C'était en Guinée équatoriale, effectivement. Le RAPAC est une organisation sous-régionale dont le siège est à Libreville, mais qui a son influence sur les 10 pays d'Afrique centrale. J'aimerais dire que je venais ici, je venais souvent à Urban FM avant qu'Urban FM n'ait aussi la folie de bouger à chaque fois. Parce que chaque année, il faut savoir où vous vous situez. Donc, c'est encore plus difficile de vous trouver que moi. Et donc, le RAPAC est une organisation sous-régionale, une organisation environnementale à caractère scientifique et technique, dont l'objectif est donc d'aider et d'accompagner les pays dans une gestion beaucoup plus rationnelle de leurs aires protégées. C'est le réseau des aires protégées d'Afrique centrale. Par les aires protégées, c'est quoi exactement les aires protégées? C'est comme nous, on a nos parcs nationaux et... Voilà, à la Mais base... au Gabon, il y a les aires protégées, les parcs nationaux aussi. Disons qu'à la base, tout ça, ce sont des aires protégées. L'arboretum de Sibang, c'est une aire protégée. La forêt classée de la Monda, c'est une aire protégée. Vous pouvez créer une aire protégée privée si vous estimez dans votre concession qu'il y a une partie que vous voulez conserver. Et donc, à la base, on a des aires protégées. Maintenant, ensuite, au-dessus de ça, on a des catégories d'aires protégées. Il y a des aires protégées de conservation pure, des aires d'exploitation rationnelle de faune, par exemple. Il y a des arboretums, des parcs nationaux, des arboretums pas très protégés au Gabon. Après ce qui s'est passé, on se demandait où est la protection. Bon, les arboretums du Gabon ne sont pas sous la tutelle ne sont pas sous la tutelle d'abord de l'ANPN, parce qu'il faut savoir que le RAPAC n'est propriétaire d'aucune aire protégée en Afrique centrale. Les administrateurs du RAPAC, par contre, ce sont les gestionnaires dans les pays de réseaux nationaux d'aires protégées. Autrement dit, l'administrateur Gabon du RAPAC, c'est le secrétaire exécutif de l'ANPN. D'accord. Et etc. dans tous les autres pays. Donc ce sont les propriétaires d'aires protégées qui sont eux propriétaires du RAPAC et qui se mettent autour d'une table dans un conseil d'administration pour décider de l'avenir donc des aires protégées d'Afrique centrale. Il y a combien de pays exactement dans le RAPAC? 10. 10, ok. Est-ce Donc, Enfin, on en est à 9 aujourd'hui. Le Burundi est en train d'entrer parce que le Rwanda est entré. Donc le Burundi est en train de venir également. Les 8 autres sont depuis la création du RAPAC. Donc je peux les citer. C'est le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, les 2 Congos, la RCA, le Tchad. Et donc, comme je le disais, le Burundi et Mais le Rwanda maintenant. quelle est l'activité au quotidien? Et ça, automatiquement. L'activité quotidienne du RAPAC, comment vous faites pour faire fonctionner votre institution? Disons qu'on a 10 pays. Ça fait 174 aires protégées en Afrique centrale.
Et comme vous le savez, la conservation n'est pas la priorité première de l'ensemble des 10 pays. Mais le bassin du Congo, c'est notre bien commun à tous. Donc c'est la forêt qui entoure l'ensemble des 10 pays. Donc il faut faire en sorte que les mêmes normes de conservation soient appliquées dans l'ensemble des pays. Vous savez, les législations sont différentes, les acteurs sont différents, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Il y a des pays comme le Tchad qui sont très fortement désertiques, d'autres pays qui sont savanicoles, d'autres pays qui sont très fortement forestiers. Mais il se trouve que nous partageons un bien commun qui est donc cette nature multiforme qu'on appelle la forêt du bassin du Congo. Et donc il faut faire en sorte qu'au quotidien, les mêmes préoccupations, les mêmes sources de financement, la même éthique en matière de formation, donc avoir la même qualification des agents dans l'ensemble des pays. Donc, qu'on ait toutes ces préoccupations qui sont au même niveau. Il y a des pays qui avancent très vite. Il y a des pays qui ont réussi ces dernières années à investir dans leur réseau d'aires protégées. Les autres pays qui sont frontaliers ne sont pas souvent dans la même dynamique. Si le Gabon fait beaucoup d'efforts pour ses aires protégées et que le Cameroun à côté ne fait pas suffisamment d'efforts, les éléphants, eux, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa, donc ils traversent les pays. S'ils sont protégés ici et qu'ils ne sont pas de l'autre côté, en fait, tout le travail qu'on fait ici... Pourquoi protéger la forêt du bassin de Congo, concrètement? Ça, c'est une il question philosophique. y a des grandes réunions, il y a des grandes mais conférences, au mais les gens ne prennent toujours pas confiance. Mondial en ce qui concerne C'est comme si les populations ne trouvaient pas nécessaire de protéger les... Les populations ne trouvent pas souvent nécessaire de protéger ce qui est apporté. On ne trouve pas important de protéger l'oxygène ou l'air qu'on respire. Et pourtant, c'est indispensable à la vie. Voici le problème que nous avons. Donc si on détruit la forêt, on aura un problème d'oxygène. Déjà. Mais le Tchad est dans le désert, ils vivent bien. On essaie donc de faire en sorte que le désert n'arrive pas jusqu'à nous. Hein. C'est déjà la première chose. Mais eux, ils ont le désert, ils vivent. Donc même si le désert arrive jusqu'à nous, il n'y a pas de problème, on va continuer à vivre. Non, il ne faut pas voir la question de cette façon-là. Il faut le voir de la façon suivante. Nous sommes des peuples forestiers. Nous vivons dans la forêt. D'accord ? Donc toute une partie, tout un pan de notre culture dépend de cette forêt. Quand vous allez dans les Mbandja, tout ce que vous trouvez là-dedans, ça vient de la forêt. Quand vous parlez de nos rites traditionnels, de nos us et coutumes, tout ce que l'on fait dépend de cette forêt-là. Les feuilles, les arbres, les écorces, tout ça, ça dépend de la forêt. Donc si la forêt disparaît, notre culture va disparaître. Et si notre culture disparaît, donc nos cultures, toutes les cultures du Gabon, si elles disparaissent, notre mode de vie va disparaître. Notre relation à nos ancêtres va disparaître. Donc notre façon d'être humain va disparaître. C'est pas tout que d'avoir un Comment on immeuble. peut prouver matériellement, Comment on peut prouver matériellement que notre culture a un rapport avec la forêt, un tas d'arbres? Mais allez faire un tour dans un banja, vous allez voir. Ils vont vous dire tout de suite que tout ce que l'on fait ici, je prends un seul exemple, la torche indigène, qui est un élément central dans nos rites culturels. La torche indigène vient de quoi? Ça vient de l'Okoumé. La sève, la résine. Ça vient de la résine d'Okoumé. Bon, très bien. Si l'Okoumé disparaît, la torche indigène disparaît. C'est aussi simple que ça. Si l'Okoumé disparaît, la torche indigène Donc on va disparaît. s'empêcher de construire une route, ne pas détruire la forêt parce qu'on doit préserver la torche indigène. Alors, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le développement est destructeur d'environnement, on en est conscient. D'accord? Donc on accepte que pour se développer, il faut au minimum avoir une pression sur l'environnement. La question c'est qu'il faut savoir maintenir les équilibres entre le développement et la conservation. Comment est-ce possible Alors, je vais vous dire, nous avons aujourd'hui en Afrique centrale une forêt que nous n'avons pas créée. C'est Dieu qui l'a créée, si Dieu existe. Hein. Moi, je suis croyant. Bon. Cette forêt, nous l'avons trouvée. La question est de savoir, et donc tout ce qu'elle contient, toute la biodiversité qu'elle contient, tous les animaux qu'elle contient, etc., nous les avons trouvés. La question est de savoir si nous allons transmettre un désastre ou si nous allons transmettre cette nature-là telle qu'elle nous a été, nous, léguée. Vous comprenez? Si vous prenez un animal comme l'éléphant, c'est lui qui plante la forêt. C'est l'éléphant qui plante la forêt. Je parle de l'éléphant avant que vous ne rentriez dans la guerre parce que c'est l'animal le plus problématique aujourd'hui au Gabon. Bon. C'est l'éléphant qui plante la forêt. Si l'éléphant disparaît, la forêt disparaît. Demandez aux Ivoiriens dont l'emblème c'est défense d'éléphants. Ils n'ont plus d'éléphants, ils n'ont plus de forêt. Donc, nous avons encore cette capacité de concilier un développement économique très poussé avec une conservation aussi très poussée.
ce qu'on considère comme étant la vision d'avenir, c'est de dire qu'on ne peut pas se battre pour que la forêt soit partout en Afrique centrale. C'est pour ça qu'il faut des aires qui sont protégées. C'est-à-dire que les États doivent décider que cette zone va conserver la biodiversité. Et puis, imaginez que si on décide par exemple que cette zone, une zone, disons, je sais pas, la forêt classée de la Monda, qui est là juste au nord de Libreville, si on décide que cette zone est ultra protégée, on y met des animaux, on y met toute la biodiversité qu'il faut. Dans 20, dans 30, dans 40 ans, cette zone va produire de la viande pour tout Libreville. C'est-à-dire que quand il y aura un surcroît d'animaux à l'intérieur, ils vont sortir, ils pourront être chassés puisqu'ils ne seront pas protégés, à l'extérieur de l'aire protégée. Ça veut dire que pour toutes les aires protégées que nous avons aujourd'hui au Gabon et en Afrique centrale, ces aires protégées sont des gardes-manger. Si on interdit d'aller tuer des animaux à l'intérieur, quand les animaux seront en surpopulation, ceux qu'on consomme, ils sortiront naturellement et ils fourniront donc de la nourriture. Ça, c'est purement sur le plan existentiel. Mais en ce qui concerne le développement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, les mesures qui sont proposées par rapport à la préservation de l'environnement vont à l'encontre de la volonté de développement des États? Et que les populations ne comprennent pas la nécessité de protéger l'environnement de manière concrète. D'ailleurs, on entend souvent comment on met des moyens pour protéger un éléphant alors que nous, les humains, nous avons faim. Les populations ne comprennent pas la nécessité de protéger l'environnement. Pourtant, ce sont ces populations-là qui, chaque jour, participent à protéger cet environnement. Parce que ces populations, quand elles protègent leurs plantations, quand elles protègent leurs tombes qui sont dans la forêt, quand elles protègent leurs terroirs, leurs cours d'eau, en réalité, elles protègent l'environnement. Et ce que l'on doit faire, ce qu'on s'efforce à faire, c'est d'aider ces populations à utiliser leur savoir traditionnel pour mieux protéger l'environnement. Parce que dites-vous bien que si autour des villages, c'est le désert et qu'on ne peut plus rien planter, vous savez, si c'est le désert, c'est que le sol lui-même il est devenu aride et qu'on ne peut plus rien planter, ce sont ces populations qui sont aussi les premières à se plaindre. Mais il y a aussi la difficulté qui fait qu'il y a parfois on crée des parcs nationaux ou des aires protégées dans certaines zones. On a vu par exemple dans le Goué-Vindo où il y a par exemple la réserve de la Lopé où les populations n'ont pas le droit de chasser dans la réserve, mais finalement à Boué les gens peinent à trouver de quoi manger ou à faire de l'agriculture. Oui. La question de la Lopé est beaucoup plus complexe que ça. C'est la première aire protégée du Gabon. Et quand on l'a créée, il n'y avait pas de population autour. C'est la construction du chemin de fer qui a amené les populations dans cette zone-là. Elles sont venues trouver l'aire protégée. Et elles estiment aujourd'hui que c'est leur terroir. Bon, c'est les populations gabonaises, il faut faire avec. Ce que j'ai envie de dire, et qui me semble fondamental, c'est qu'aujourd'hui, la conservation est partie intégrante du développement. Et la question que vous posez est vraie. La question que le RAPAC pose aux États, c'est est-il nécessaire en définitive d'avoir 174 aires protégées en Afrique centrale qu'on ne peut pas manager, qu'on ne peut pas gérer. On est en train d'aller vers une solution qui consiste à concentrer des aires protégées dans des zones ultra reculées, mais des zones de très forte biodiversité et qui sont représentatives de l'ensemble des écosystèmes quand même d'Afrique centrale. Mais la question est pour nous importante. Ne prenez pas ce qui est en Afrique centrale un avantage exclusif comme un déficit. Parce que je vous assure, allez au Burkina Faso dont vous parlez, allez vivre dans le désert, vous allez voir ce que c'est. La chaleur extrême et les difficultés que les gens ont pour vivre au quotidien parce que la terre ne produit pas. Et donc, vous avez vu d'ailleurs, si vous suivez l'actualité, que de grands groupes agricoles comme Monsanto s'en vont, viennent et font des dégâts sur des terres qui sont déjà très pauvres. Nous avons des terres riches. Nous avons des terres qui produisent de la biodiversité, de l'oxygène, des arbres. Et il fait moins chaud ici qu'il ne le fait dans les pays nordiques. Et prenez garde à ce que vous dites, parce que vous savez qu'au nord de l'Afrique, c'est le désert du Sahara. Et qu'au sud de l'Afrique, c'est le désert du Kalahari. Le jour où ces deux déserts-là vont se rencontrer, vous ne parlerez plus des forêts du bassin du Congo. Vous serez en train de parler de chaleur et de climatisation. Voici la question à laquelle on est soumis. Est-ce qu'un patrimoine de l'humanité qui a été forgé par la nature et par Dieu et par tout ce que vous voulez, est-ce que l'homme a le droit de le détruire? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement que les déserts avancent? Ah oui, bien sûr. 1 à 2 kilomètres par an.
Oui, bien sûr. Mais suivant cette logique, Non, vous avez dit que ce sont si les c'était 1 éléphants. kilomètre, 2 kilomètres par an, on serait déjà dans le désert, le Gabon. Vous savez combien de kilomètres il y a d'ici le Burkina Faso, le Sénégal. Le Sénégal a un programme de ceinture verte. Oui. On est en train de planter des arbres pour faire reculer le désert dans les pays sahéliens. Oui, mais c'est une question très sérieuse. C'est une question difficile également parce que c'est une question qui est au cœur de ce qu'on appelle les changements climatiques. Si vous sortez d'ici, de Urban FM, vous regardez le ciel, vous verrez très rarement le ciel quand vous êtes en Afrique centrale. Très rarement. Si vous êtes en Afrique du Sud, vous regardez, vous voyez le ciel bleu, tranquillement, parce que c'est des zones qui sont arides, qui sont désertiques et dans lesquelles on met beaucoup de... Voilà. Nous, on a des nuages parce que nos forêts produisent de la vapeur qui s'en va et qui font en sorte que le soleil ne nous brûle pas chaque jour et que l'air soit humide ici et donc qu'on vive assez bien sous les tropiques. Suivant votre logique, vous avez dit tout à l'heure que ce sont les éléphants qui plantent la forêt. Ouais. Du coup, il faut avoir des aires protégées dans lesquelles on va mettre des animaux, enfin on va mettre de la faune, et puis ils vont rester là-bas, ils seront en sécurité et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, c'est comme si on créait des petits îlots en fait, dans un monde qui, dans tous les cas, ça va arriver. Donc, on aura par exemple, dans le Gabon de 2100, je ne sais pas combien, juste le petit espace de la Monda, par exemple, qui sera vert, et puis tout le reste autour. Au final, on ne résout pas le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a quand même l'accroissement démographique aussi qui est là. L'accroissement démographique et les animaux vont rester dans les endroits où ils se sentent protégés. Et c'est pas toute la forêt de tout le pays qui est protégée. C'est juste quelques aires. 174, est-ce que c'est assez ? Il faut vous concerter à Urban FM. D'abord, il ne faut pas d'air protégé. Maintenant, il en faut très peu. Puis après, non. La question est très simple. On ne peut pas se développer si tout l'espace est protégé. C'est une évidence. Donc, il faut laisser aux gens l'occasion de créer des interconnexions, de créer des cités, de créer des voies urbaines, de créer des routes, etc. Bon. Mais d'un autre côté, il faut garantir que l'homme ne participe pas à l'extinction des espèces. C'est de ça dont il s'agit. C'est pas nous qui avons inventé l'éléphant. C'est pas nous qui avons inventé l'éléphant. Ah, c'est un spécialiste, tu peux le dire. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est nous qui allons participer à l'extinction de l'éléphant ? Parce que l'éléphant, c'est devenu un problème mondial. Mais un danger aussi pour l'homme et sa survie. Quand on voit Makoko, on est obligé aujourd'hui de construire des barrières électriques pour pouvoir... À Gamba, les éléphants... Quelles sont les dispositions que le RAPAC prend pour gérer ce conflit qui existe entre développement, protection de la faune et protection de l'être humain? Le RAPAC est le conseiller des États. Quand on prend le Gabon d'il y a 25-30 ans, on n'avait pas ce problème de conflit homme-faune. On ne l'avait pas. Il faut savoir que les éléphants, c'est aussi les animaux les plus disciplinés qui soient. Ils ont leur aire de jeu, ils ont leur saline où ils vont manger, ils ont leur cimetière, etc. Et il faut reconnaître que ces 30 dernières années, c'est l'homme qui allait trouver l'éléphant là où il est. C'est l'homme qui donne les permis forestiers, c'est l'homme qui fait des routes de plus en plus loin, et c'est l'homme qui déplace ses plantations par agriculture itinérante sur brûlis. Donc, c'est nous qui allons provoquer ces animaux dans leur terroir, si on veut. Après, quand un éléphant entend un bulldozer pas très loin de lui, il fuit et il est complètement désorienté et il se retrouve en compétition sur les territoires des humains. Ce que le RAPAC préconise, en Afrique de l'Est, on est en train de tester ici au Gabon, par exemple, ce qui se passe en Afrique de l'Est, c'est que les aires protégées sont complètement clôturées avec des barrières électriques. Bon, nos aires protégées sont très grandes. Est-ce qu'on aura les moyens de clôturer toutes les aires protégées? Si on y arrive, on résout le problème. Et en plus, avec l'électricité, la SCG coupe. Même seulement pour les foyers, c'est long. Non, c'est à l'énergie solaire. Ah, ok. Bon, au Gabon, on commence par clôturer les plantations. Après, les populations vont venir nous dire que non, nous, l'année prochaine, on plante là-bas. On ne plante plus ici. Donc, il faudra déplacer la barrière, la clôture de la plantation. Ça va être très compliqué. Ça a un coût énorme. Donc, nos habitudes également, nos propres habitudes, doivent évoluer.
On ne va pas simplement demander à l'État de faire un effort pour contenir les animaux. Il faut que l'État trouve également le moyen de faire en sorte que les populations se sédentarisent de façon à ce que les animaux s'habituent à ne pas venir dans des zones qui sont déjà sécurisées par les États. Et quand on parle de RAPAC, est-ce qu'il s'agit uniquement de forêt, de faune à l'intérieur, ou on parle aussi de l'eau, tout ce qui est espace maritime, parce qu'on a aussi la protection des baleines. Ça, c'est une question très intéressante. De la pointe nord de l'Angola jusqu'au nord de la Guinée équatoriale, toute cette façade maritime, c'est le territoire interconnecté sur lequel le RAPAC se bat pour qu'on viabilise des aires protégées marines. Parce que la richesse que nous avons en mer est au moins aussi importante que la richesse que nous avons en forêt. Et avec ceci, qu'en mer, c'est encore 2 à 3 fois moins bien connu que dans les forêts. Et comme vous le savez, les océans captent beaucoup plus de carbone que les forêts. Donc les mers, les océans participent également au changement climatique. Oui, alors avec l'inconvénient que les activités qui ont lieu dans les zones maritimes sont souvent laissées... j'ai envie de dire que les États ne les contrôlent pas aussi bien qu'en forêt. Il y a des bateaux de pays dont je ne vais pas citer la nationalité qui viennent racler nos poissons. Non, mais il faudra le dire. L'agriculture traditionnelle, l'agriculture, pas l'agriculture, la pêche, est parfois faite dans des conditions qui ne respectent pas les cycles de reproduction des animaux. Nous avons au Gabon 2 parcs nationaux qui sont autour de Libreville, donc le parc d'Akanda et le parc de Pongara, qui sont des réservoirs de ponte de tous les poissons du golfe de Guinée. C'est-à-dire que ce sont des mangroves qui sont des hôpitaux de naissance des poissons. Et donc, si ces mangroves-là, on a évacué un village il y a quelques années à l'intérieur du parc d'Akanda parce que ces gens-là coupaient les mangroves. Et quand on coupe les mangroves, on ampute la capacité des poissons à se régénérer. Et après, dans vos assiettes, vous n'aurez plus du rouge, vous n'aurez plus du bossu, vous n'aurez plus de ces poissons-là dans quelques années. Et donc, c'est aussi important de protéger les zones maritimes et on est en train de se battre pour cela. Dernièrement, il y a eu une opération Albacore, je pense, qui a découvert un bateau de pêche. Des ailerons de requins. Voilà, avec des tonnes d'ailerons de requins. Quelles sont les mesures qu'on prend exactement? Est-ce que les gens peuvent prendre leur bateau, partir de leur pays, venir au Gabon et pêcher tout ce qu'ils veulent sans pouvoir être inquiétés? Voilà, je voulais poser dans le même sens, je voulais poser la question, est-ce que le RAPAC n'est qu'un organe consultatif? N'a-t-il pas des prérogatives coercitives? Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas les requins, mais quand même. Alors écoutez, pour parler des requins du Gabon, c'est vrai que j'ai fait 80% de ma carrière à l'ANPN, mais il faut inviter le secrétaire exécutif de l'ANPN pour qu'il en parle, parce que j'ai un droit de réserve qui fait que je ne peux pas trop m'impliquer. Au niveau de la sous-région, est-ce que le RAPAC a des moyens qui lui permettent d'agir? Le RAPAC n'est pas une organisation paramilitaire. Ce sont les organisations nationales qui sont paramilitaires. L'ANPN est paramilitaire. L'agence congolaise de la faune et des aires protégées est paramilitaire. Les éco-gardes qui sont dans les parcs nationaux au Cameroun, ce sont des paramilitaires. D'accord? Mais le RAPAC, son boulot, c'est d'aller chercher de l'argent pour que tous ces systèmes-là, tous ces systèmes nationaux fonctionnent et qu'il y ait une coopération sous-régionale. Parce que si on ne travaille pas en coopération entre les pays, tout le travail, comme je le disais, à l'intérieur d'un pays peut s'envoler brutalement parce que les animaux, eux, ils sortent du pays. Aller chercher de l'argent, qui donne cet argent? Les pays européens? D'abord nos États. Aujourd'hui, monsieur Ntougou. Oui. Dernière question. La question de l'environnement. On vient de commencer. Est-ce un business ou une vue de l'esprit ou simplement une réalité? Ça, ce sont les dissertations de l'UOB, ça. C'est les questions de Gabon Télé. Mettez-moi déjà 20 sur 20 parce que c'est les 3. C'est les 3. Il faut d'abord que ça soit une vue de l'esprit. Il faut que ça soit inclus dans les politiques de développement. Et il faut, et je le dis, que dans les systèmes éducatifs, on enseigne l'environnement. Il faut que dans les systèmes éducatifs, dès le primaire, dès le CP, on impose aux enfants de planter chacun un arbre et de suivre l'évolution de cet arbre-là à domicile. En général, les Gabonais ne vivent pas en hauteur, donc on a toujours un peu de terre quelque part.
imposer aux enfants d'aller prendre un arbre, de le planter et de voir comment il évolue, s'il meurt après quelque temps, s'il grandit, etc. Il faut commencer par là. Donc ça doit commencer par être une vue de l'esprit qu'on implémente dans les systèmes éducatifs. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que nos enfants ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils vivent. Et ils connaissent beaucoup plus tout ce qu'on voit à la télé, qui vient de Kim, qui a été braqué en France pendant que Boko Haram tuait beaucoup de gens quelque part et que des éléphants mouraient dans les pays voisins, ce qui n'intéressait personne. Voilà. Donc il y a ça. D'abord une vue de l'esprit. L'environnement doit aussi être un business. Effectivement, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Il se trouve qu'on vit dans un monde où l'économie domine tout. Et si des acteurs économiques ne voient pas leur intérêt économique à protéger l'environnement, ils ne le feront pas. Donc, il faut qu'on montre aux gens ce qu'ils gagnent en investissant dans la protection de l'environnement. Et ça se passe à l'échelle mondiale, mais ça doit aussi se passer à l'échelle nationale. La loi sur le développement durable qui a été adoptée au Gabon il y a quelque temps, cette loi essaie d'aller dans ce sens-là, même si elle n'est pas encore véritablement implémentée sur le territoire national. On a des initiatives en Afrique centrale qui, grâce au RAPAC, sont en train de marcher. Par exemple, les partenariats publics et privés. Le Gabon n'en veut pas pour l'instant. Donc, on appelle des privés pour gérer les parcs nationaux. Ça se passe très bien au Rwanda. Ça se passe relativement bien au Tchad. On l'implémente également en RDC et maintenant au Congo-Brazzaville, où on prend un privé, on lui dit, bon, l'État n'a pas suffisamment d'argent pour préserver ce site qui est magnifique, on vous appelle pour venir le faire, mais le privé va vous dire que oui, mais moi j'ai investi mon argent, je gagne quoi là-dedans? Donc il faut que j'y mette du tourisme, donc que je construise des lodges, etc., que je fasse des circuits, donc que j'ouvre quand même des pistes dans la forêt pour que les gens puissent y aller, etc. Donc par compromis, on arrive à voir ce qu'on peut conserver. Donc ça doit aussi être un business, d'accord? Mais à la fin de la journée, c'est une réalité. C'est où vous avez de la forêt, ou vous ne l'avez pas. Les pays qui ne l'ont pas regrettent aujourd'hui. En Europe, allez voir, ils ont fait des plantations d'arbres pendant les 2 derniers siècles qu'ils appellent le bois aujourd'hui. Quand vous allez au bois, vous vous demandez où sont les arbres parce que c'est tellement petit que ça n'a pas... Et c'est tellement aligné, vous avez l'impression que des aliens sont passés par là pour les planter. Donc, nous, on a une forêt naturelle. Vous rentrez en forêt, il fait nuit en plein midi. Et il fait frais en plein midi et c'est humide. Et là-dedans, il y a une biodiversité impressionnante. Et on n'a pas encore découvert tout le potentiel pharmaceutique de ces forêts-là. Même si nos parents étaient beaucoup plus avancés que nous sur cette question-là. Donc, c'est une réalité à la fin de la journée. C'est une réalité qui est qu'il y a autour de nous une nature qui est luxuriante et nous devons la préserver. Vaille que vaille. Merci, c'était donc Omer Ontogo ce matin. Oui, Ingrid, tu voulais ajouter quelque chose? Il a dit que ça vient de commencer, on n'a pas fini. Donc, il y a un téléphone qui explose dans les avions ici, là, c'est celui-là. Je voulais savoir si c'était si la mission en fait de mettre en réseau on va dire les acteurs même et les partenaires n'était pas difficile. Ah oui, bien sûr, c'est très difficile. Vous ajoutez à cela que, vous savez, les parcs nationaux, les aires protégées dans les pays occidentaux, ça marche très bien. Je suis parti, vous allez visiter le parc national, le premier parc national créé au monde, qui est Yellowstone aux États-Unis. Ils n'ont même pas 5% de la richesse biologique qu'on a, mais ça marche très bien, ça rapporte de l'argent, etc. Nous, on a l'inconvénient d'être aussi dans des pays pauvres. C'est-à-dire des pays dans lesquels les États misent d'abord sur le développement individuel et économique. À la fin de la journée, on peut vous parler de la protection des arbres, de tout ça là. Si vous n'avez pas d'argent dans la poche pour nourrir vos enfants, ça vous sert. Le discours ne passe pas. Les États du Donc, nous avons des États qui sont pauvres. L'Afrique noire, l'Afrique centrale est couverte de cette pauvreté-là. Et nous avons des États qui ont des difficultés à budgétiser
oui, pour l'environnement. Le cas du Gabon, depuis quelques années, est exceptionnel. Hein. Ce n'est pas un cas que l'on retrouve dans l'ensemble des pays d'Afrique centrale. Dans la plupart des pays, vous avez ce qu'on appelle des paper parks. C'est-à-dire que le parc national existe sur le papier, mais quand vous arrivez sur le terrain, il n'y a pas un conservateur, il n'y a pas un éco-garde, il n'y a pas de budget, même si on regarde dans la loi des finances que c'est budgétisé, ils ne réussissent jamais à capter cet argent-là. Donc, certains pays font des efforts monumentaux pour montrer à la sous-région que c'est quand même un bien important. On est allé, vous m'avez reçu ici après les accords de Paris. Là, bientôt, c'est les accords de Marrakech, toujours sur les changements climatiques, COP22, avec un moyen de pression qui est quand même assez important pour l'Afrique centrale, le jour où on va s'organiser. C'est que si on protège bien notre environnement, on va devenir un réservoir pour l'Afrique centrale. Et je vais vous dire une chose que le RAPAC a constaté, que nous avons constaté au RAPAC. C'est peut-être pour cela que je suis venu aussi ici ce matin. Je vais vous dire une chose que vous allez être les premiers à savoir. On et aime que les même exclusivités. nos politiques ne savent pas. Numéro 1. Depuis les années 60, depuis nos différentes indépendances, les États se battent pour créer une intégration sous-régionale, n'est-ce pas? Pourtant, aujourd'hui, quand vous voulez aller au Cameroun ou au Congo, vous avez toujours besoin d'un visa. Donc, les frontières existent toujours. Pourtant, aujourd'hui, l'intégration sous-régionale, malgré la CEAC, la CEMAC, l'UDA, etc., toutes ces organisations, l'intégration sous-régionale n'est pas une réalité. Mais je vais vous dire une chose que les politiques ne savent pas encore. Dans le secteur de l'environnement, de la protection des ressources naturelles, les acteurs qui sont là-dedans sont les seuls en Afrique centrale qui circulent dans tous les pays, même avec des visas. Si vous prenez un conservateur du Cameroun et qu'il vous parle des parcs nationaux, des aires protégées, il va vous parler des aires protégées du Gabon, du Tchad, etc. Parce que on est les seuls acteurs qui circulent entre tous les pays. On règle des problèmes d'aménagement du territoire. Les aires protégées sont dans les territoires. Des problèmes de population, des problèmes d'affectation des terres, des problèmes de déplacement des populations, des biens et des personnes, des problèmes de terrorisme. Parce que le terrorisme commence souvent par le braconnage. Et les ministres de la justice d'Afrique centrale, les ministres des finances d'Afrique centrale, les ministres du plan d'Afrique centrale, les premiers ministres d'Afrique centrale ne se retrouvent pas chaque année. Les ministres de l'environnement et des forêts se retrouvent chaque année à l'occasion de la commission pour les forêts d'Afrique centrale. Donc, c'est le seul secteur en Afrique centrale qui est un secteur d'intégration politique. L'intégration de l'Union européenne s'est faite autour de la mise en commun des problématiques du fer, de l'acier et de l'agriculture. Dès qu'ils ont fait une agriculture commune, ils ont commencé à bâtir un monde commun en Union européenne. Quand nos politiques vont comprendre en Afrique centrale que c'est autour des questions environnementales qu'il faut s'asseoir pour bâtir une union politique dans l'Afrique centrale, alors on avancera. Dès lors qu'on va faire une législation commune de l'environnement, dans tous les pays, pour tous les pays, si on donne des passeports verts à tous les fonctionnaires de l'environnement parce qu'ils circulent beaucoup et qu'on commence à en avoir marre de nous voir dans les ambassades pour prendre les visas, généralement on nous donne même des visas de 6 mois maintenant dans toutes les ambassades parce qu'on nous connaît tellement. Dès lors qu'on va mettre en place un même régime de sanctions, si vous tuez un éléphant au Gabon, c'est 10 ans de prison, au Cameroun 10 ans de prison, au Congo 10 ans de prison, etc. Les braconniers n'auront plus nulle part où aller. Parce qu'ils vont dans les pays où les législations sont les plus faibles, etc. Donc, quand on va commencer à harmoniser tout cela, vous verrez qu'on harmonisera les plans d'affectation des terres. On harmonisera la nationalité, la circulation des individus. Alors, on aura une intégration politique. On a des parcs aujourd'hui qui sont transfrontaliers, qui sont frontaliers. D'accord? Mayumba et Konkwati. Mayumba au Gabon et Konkwati. Eh bien, les éco-gardes travaillent dans les deux pays. Les éco-gardes des deux parcs travaillent dans les deux pays. C'est la même situation que l'on a entre Minkebe et l'Odja où on a créé des zones communes de travail entre les Camerounais, les Congolais et les Gabonais. Alors que les frontières existent et que ces gens-là traversent aujourd'hui sans visa. C'est un peu comme quand vous allez au marché mondial. Hein. Ouais. C'est mais c'est juste pour la journée. C'est donc plus ou moins l'objectif global alors du RAPAC. L'objectif global du RAPAC, c'est donc d'amener les pays vers cette intégration environnementale. En espérant que cette intégration environnementale-là favorise l'intégration politique. Parce que les préoccupations sont les mêmes.
D'accord. Merci, c'était Monsieur Omer Ontougou ce matin. Merci à Gina, merci à Ingrid, merci à Et de rien, la fraîche. Voilà, c'était donc le Da Fresh Morning. On va se dire au revoir. On va laisser René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. De la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Da Fresh Morning, c'est avec Gina. Donc après, vous me direz, oui, Gina, c'est peut-être un peu caricaturé, c'est peut-être Mosley